Je vais d'abord parler du titre de ce roman, Le Rescapé. Il me semble qu'il serait aberrant de vouloir circonscrire l'idée de rescapé aux seuls miracles qui ont couronné l'inspiration de Yakar dans ses confrontations hypothétiques avec le système. Le récit lui-même, dans sa globalité, est un chapelet de traquenards, un espace parsemé d'embûches, où chaque personnage de premier plan a eu son chemin de croix, sa traversée du désert. Socrate est un rescapé, étant entendu que les conditions désastreuses dans lesquelles il a vu le jour n'étaient pas de nature à lui garantir une survie certaine. Aurore est une rescapée. Bébé, elle a été une proie facile, offerte à la perversité d'un serpent. Son existence aurait été sûrement court-circuitée, n'eût été la présence salvatrice de Socrate. Mais quel est un rescapé? Le système auquel il appartient malgré lui et qu'il a osé combattre par principe avait presque réussi à le sacrifier à l'autel de sa cruauté aveugle. C'est la perspicacité révolutionnaire de Yakar qui l'a sauvé du guêpier fatal. Mais les implications sémantiques de ce titre sont bien plus complexes qu'il n'y paraît. Et il suffit d'interroger au plus près les différentes situations de rescapés pour s'en convaincre. À vrai dire, la vérité sur les différentes situations de rescapés induit aussi son contraire. C'est comme qui dirait que sur cet aspect précis de l'œuvre, tout est vrai et tout est faux à la fois. Socrate n'est pas un rescapé. Car s'il est vrai que son existence est essentiellement vouée à la purification des mœurs, au redressement des âmes tordues, alors il est certes écouté, mais il n'a pas été totalement entendu. En effet, le retentissement post-mortem de ces enseignements se heurte à des résistances idéologiques impossibles à déjouer. Michael n'est pas un rescapé, car après le printemps d'un salut acquis in extremis, je dois dire presque à l'arraché, il a été foudroyé par la tempête de cette violence qui s'est systématiquement et rigoureusement tissée autour de sa personne. Aurore et Yakar non plus ne sont pas Sidi Mbaye des rescapés accomplis. Yakar est rescapé de la fureur du système, oui, mais il n'échappe pas à lui-même, puisqu'une fois propulsé dans ses habits de chef suprême, il devient prisonnier d'un dilemme et de mille interrogations. Je parle rapidement des personnages. Socrate. Yakar est la projection idéale du héros, de ce qu'il est convenu d'appeler le roman de formation. Son profil obéit à une logique discursive par laquelle l'auteur semble vouloir nous montrer comment le hasard peut mettre à profit une somme d'épreuves pour conduire quelqu'un de la base au sommet. Enfant, né dans la promiscuité des ghettos, il a très tôt laissé monter en lui la sève de la révolte. Il a assisté impuissant au massacre de ses parents, mais une mystérieuse persévérance lui donne des ailes et il a alors assez de force mentale pour se projeter vers le ciel de sa propre survie. Yakar est dépositaire d'une personnalité matinale qui doit beaucoup à un génie prématuré. Il est né pour être solide comme un roc, alcier comme un chêne. Ce garçon est terriblement impressionnant dans son univers mental. Dans la sphère de sa conscience intime, il est difficile de le prendre à défaut. Il a toujours fière allure et n'est pas de la race de ces âmes mal préparées pour garder intactes leurs convictions. Ce trait de caractère le rapproche d'ailleurs merveilleusement de son beau-père Michael. En effet, ce type a ses principes humanistes solidement chevillés à son âme. Et l'on comprend dès lors pourquoi, dans le grand malentendu racial qui plonge le peuple de la Nambie dans une confrontation inégale, il a souverainement choisi de plaider pour la restauration des libertés individuelles et collectives
au profit des opprimés. Je parle maintenant d'Aurore. Elle a un patronyme lourd à porter. Mais dans chacun des faits et gestes qui portent son empreinte, elle a su donner sens au symbolisme qui s'attache à son nom. En fait, on est absolument fondé à croire qu'elle est venue au monde pour répandre la lumière de l'espoir. Ne serait-ce que parce qu'elle est fille unique, Aurore est cette flamme ardente dont se réchauffent ses géniteurs. De même, elle aussi est lumière pour Yakar, je veux dire Aurore, celui dont elle a été amenée par la force des choses à la vie et à l'accomplissement de qui elle a largement contribué par la constance de son soutien et l'amplitude de son amour. Elle est aussi et surtout lumière par le fait qu'elle est, après tout, la mère de Moïse, symbole de la délivrance d'un peuple longtemps cloîtré dans la servitude et la soumission. Sidi, je vais parler maintenant des interférences et des emprunts bibliques dans ton roman. Le Rescapé est une niche d'intertextes et d'emprunts aux textes sacrés, principalement la Bible. En fait, l'auteur s'approprie certaines scènes et situations du texte sacré pour leur imprimer cette souplesse domestique que réclame la sensibilité du lecteur. À ce titre, à titre d'exemple, intéressons-nous au seul cas du Christ. Son parcours initiatique, traversé de foudre et semé d'épines, sa bonté flamboyante, sa charité lumineuse, sa générosité désintéressée, mais surtout son tempérament de prophète secourable. Je parle du Christ. Bref, tout ce beau capital de vertu est exploré à fond par le romancier et réinjecté avec une étonnante subtilité dans certaines actions du personnel du roman. Yakar est un Christ en miniature, si l'on s'en tient à l'ampleur de son tempérament philanthropique et au dévouement dont il fait preuve pour leur imprimer un cachet symbolique. Il y a un Christ aussi dans cette démarche altruiste dont se réclame Michael. En effet, comme Jésus, l'avocat a défié les profondeurs de l'humain et accepté de s'offrir en sacrifice pour ramener à la raison les brebis égarées et du coup sauver la tribu des exclus. Mais c'est par la présence de l'enfant Moïse dans l'intrigue que l'allusion à la Bible produit sans doute son plus bel effet symbolique. En effet, le Moïse de la Bible, il ne faut pas qu'on le perde de vue, est un prophète consensuel, dépositaire de la lourde responsabilité de libérer le peuple hébreu de la servitude pharaonique. De la même manière, il ne serait pas aberrant de penser que votre Moïse, à vous, M. Mbaye, est aussi l'élément fédérateur des principales races antagonistes de sa patrie. Alors, parlons maintenant de la nature et des oiseaux. J'allais dire que ce roman aussi, c'est le roman de la nature et des oiseaux. Il y a beaucoup d'oiseaux qui volent, qui chantent. Ce roman fait intervenir de façon presque obsédante la nature et la volaille. Ce sont des forces agissantes et dans le cours du récit qui n'ont pas certainement qu'une fonction décorative. Je veux dire que c'est cette volaille, cette nature exubérante, elles n'ont pas qu'une fonction décorative seulement. C'est clair. Et j'estime en toute objectivité que tout lecteur qui s'entêterait à ignorer ces deux sujets, nature et volaille, ou à les réduire à la portion congrue, ferait inévitablement de ce roman une lecture ratée. Le romancier trouve toujours le moyen de faire vibrer la nature en forme de réplique spontanée à l'éclatement des drames de l'homme ou sous forme d'écho à ses jouissances. Parlons maintenant des thèmes, mais j'en choisis un, il y en a beaucoup. Il y a la révolution, il y en a certains, M. Mbaye, le racisme, la discrimination. Je ne parlerai pas de tout ça. Je vais parler d'un thème qui intéresse tout le monde. L'amour dans le roman. L'amour, Sidi Mbaye, l'amour dans votre roman. L'amour tel qu'il est décliné dans le récit est avant tout une longue
une très longue séance d'observation. Il peut prendre des années à se tasser, à s'amonceler, parce qu'il tire ses racines dans la patience, parce qu'elle prend sa source dans la plus haute des pénitences. Mais quand il décide de s'exprimer cet amour-là, il ne s'embarrasse jamais de précautions inutilement laborieuses. Il gicle, il gémit, il frémit, il bondit et bouscule toutes les planètes de la modération. En un mot, comme en mille, s'il y a 1000 mots, l'amour tel que l'envisage notre romancier commence toujours par une politesse majuscule et se termine par un coup de poing violemment asséné au silence assourdissant des corps en état d'alerte. Mais s'il est un gentleman qui respecte et s'incline devant ce sanctuaire de pudeur au milieu de notre éducation, en effet, à chaque fois que la fureur aveuglante du désir démolit les derniers bastions de la raison et élève l'armée des instincts jusqu'à des hauteurs paroxystiques, jamais le romancier ne franchit le Rubicon. Autant dire les limites objectives du moralement acceptable. Certes, puisant au plus profond de ses fantaisies de créateur, il lui arrive de faire voler un pan de jupe, de faire chuter un corsaire, de déplacer une braquette qui ne soutient plus les vociférations de 3 têtes brûlées. Mais le cas échéant, il prend toujours la précaution de revoiler ce qui se dévoile, avec une de ces formules euphémistiques dont il a le secret. Parlons maintenant de l'originalité du roman. L'originalité, je termine par ça. Quid de l'originalité du roman? Il faut bien quand même qu'on en parle de l'originalité du roman, M. Mbaye. Les aspects qui y renvoient, à vrai dire, sont légion. Ils sont d'ordre esthétique, textuel, énonciatif, toponymique, onomastique, et j'en passe. Vous choisissez comme cadre de déroulement de votre récit, l'Afrique du Sud, que vous cachez derrière le voile transparent de la non-bi. Nous savons que la simple évocation du nom de cette nation soulève aujourd'hui encore en nous quantité de sentiments amers et déchirants qu'on aimerait bien voir disparaître à jamais au fond des cavernes de l'oubli. La prise en charge d'un tel prétexte géopolitique pour les besoins d'un roman nécessite des effets de style plutôt délicats. Mais vous avez fait parler votre talent en les soumettant à un traitement particulièrement satisfaisant. En effet, votre complicité étonnante avec Dame Imagination et votre maîtrise des arcanes de la narration n'ont même pas eu besoin de mutualiser leurs énergies évocatrices pour dépayser et dérouter vos lecteurs. Vous possédez, Sidi Mbaye, un art de la description délicat et envoûtant qui profile le spectacle de la réalité physique, plus vrai que nature. Mais les qualités de votre plume sont vastes, sont trop vastes pour se contenter de la plate reproduction du réel. Vous n'ignorez pas en effet que la pointe extrême de la réussite dans la fabrication d'une fiction narrative et dans la création d'un univers. Et vous vous en acquittez avec maestria en faisant galoper les coursiers du plus bel imaginaire sous l'arc-en-ciel de la nation que vous vous offrez comme modèle. Vous êtes romancier, Sidi, vous êtes romancier comme le bon soldat en mission commandée pour faire sauter la banque des insoutenables travers. Mais vous êtes trop élégant dans le propos, comme dans la méthode, pour remuer le couteau dans la plaie avec l'indélicatesse d'un médecin qui n'a pas fait son serment d'Hippocrate. Vous aimeriez tant voir l'univers sous des couleurs qui chantent, mais le spectacle qui s'offre à vous n'est que promesse d'automne. Et c'est pourquoi vous êtes un volcan en feu, Sidi Mbaye. Ce sont des tragédies insupportables que vous inventoriez dans ce récit. Mais leur relation n'atteint jamais la virulence d'une indignation abjecte. Car vous avez bien assimilé la leçon du maître Jean-Paul Sartre, que vous aimez bien, selon qui parler c'est tirer. Parler c'est tirer.
les balles qui sortent de votre fusil, les détonations qu'elles font entendre, tout ceci est le résultat d'un art consommé. Comment douter dès lors que vous êtes parti pour devenir un grand écrivain? Vous êtes parti pour devenir un grand écrivain, Sidi Mbaye. Vous êtes parti pour devenir un grand écrivain. Vous avez la force imaginative d'un Balzac, la subtilité descriptive d'un Stendhal, la lucidité prométhéenne d'un Hugo, la fougue messianique d'un Rimbaud. Mais enfin, tout bien considéré, Sidi Mbaye, vous n'êtes ni les uns ni les autres, vous n'êtes à vrai dire que vous-même. Vous n'êtes pas romancier pour être connu et respecté dans 100 ans, ni pour être oublié de sitôt. Vous venez de prendre place. Une place qui n'est qu'à vous et qui vous attendait depuis fort longtemps. Sidi Bouya Mbaye, Sidi Bouya Mbaye, Sidi Bouya Mbaye, je t'appelle 3 fois. Je dis et je réaffirme que vous n'êtes point un non-voyant. Vous n'êtes pas un non-voyant, Sidi Mbaye. Je dis que vous n'êtes pas un non-voyant, car vous avez de la vision. De la vision. Et ce n'est point là une simple métaphore. Ah non. Vous n'êtes pas un aveugle, Sidi Mbaye. Vous n'êtes pas un aveugle, non. Car chaque page dans ce beau récit, est un gros regard ouvert sur la conscience des mortels et défiant l'acuité du soleil. Pendant trop longtemps, Sidi Mbaye, vous avez fait semblant de ne rien voir. Et des incultes comme moi ont fait semblant de regarder pour vous à votre place. Mais la comédie est finie, parce que ce livre a fait tomber les masques. En avant, berger, en avant, et que la lumière ardente de tes yeux de lynx éclaire notre chemin dans la longue nuit.